C'est la grande innovation aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de vidéo, donc j'ai fait une petite recherche sur le pendule de Foucault qui m'a mené assez loin. J'ai quelques réflexions à vous livrer. Vous verrez cette recherche que j'ai effectuée, mais si ça vous saoule et que vous voulez aller directement à la conclusion, je vous mettrai à quel moment de la vidéo il faut aller dans la description en dessous. Bienvenue, et c'est parti. Voilà, vous avez remarqué que j'ai mis ma tête aujourd'hui parce que, je sais pas, je me suis dit que c'est mieux comme ça, c'est plus sympa. Je préfère qu'on me voit pas, mais bon. Alors, le pendule de Foucault, oui, là j'ai mis directement le roman d'Umberto Eco, mais ce roman, on y reviendra, il fait référence à une expérience scientifique. Pendule de Foucault. C'est une expérience qui est assez importante puisque à ce jour, c'est la seule, à ma connaissance, qui prouve le fait que la Terre est une rotation sur elle-même. Donc il y a une autre expérience qui a tenté de démontrer la même chose, puisque on a considéré que cette expérience du pendule de Foucault n'était pas tout à fait concluante. Donc il s'agit de l'expérience de Michelson-Morley, dont nous parlerons peut-être un jour, mais qui demanderait en fait du temps pour que je comprenne la chose suffisamment en profondeur pour en parler, pour savoir en parler simplement. Et il faut encore que j'étudie un peu cette expérience au dispositif compliqué. Revenons au pendule de Foucault. Il s'agit de Léon Foucault, et non pas Jean-Pierre Foucault, ou Michel Foucault. Bon, je pense qu'il n'est pas utile que je vous fasse la biographie de Léon Foucault, vous pouvez la lire tout seul. Bon, alors vous savez ce qu'est un pendule, je vais pas chercher la définition exacte, mais en gros, c'est une masse suspendue à un fil et qui oscille. C'est un outil qui habituellement est utilisé en radiesthésie, c'est-à-dire qui a un usage magique si on veut. J'y reviendrai. Donc là, on voit un peu ce qui se passe, le phénomène dans l'expérience, c'est-à-dire qu'on lance, on donne une impulsion, on donne un mouvement à ce pendule qui est le même que celui-là, mais dans des dimensions beaucoup plus importantes. Et on voit que le pendule se décale, enfin, c'est-à-dire que plutôt que de rester tout droit, il se met à tourner, vous voyez, dans toutes les directions. Alors, ce qu'on appelle les radiesthésistes, ceux qui utilisent ce genre d'instrument, rapportent en fait ce phénomène d'oscillation simplement au magnétisme terrestre ou autre. Je connais pas tout à fait, je sais pas dans le détail en fait quelles sont les explications données, mais je suis tombée sur cet article de 1956. Donc là, c'est un article de Science et Vie qui existait déjà, où on nous dit qu'un des plus éminents physiciens français, Yves Rocard, professeur à la faculté des sciences de Paris, directeur de laboratoire de physique de l'école normale supérieure, a repris le problème à zéro, et sa conclusion est formelle, oui, la radiesthésie est vraie. Ou du moins il y a quelque chose, une réalité physique précise, explicable, mesurable, qui permet à la radiesthésie désormais de se ranger le front haut parmi les disciplines sérieuses. Fidèles à notre souci de rigueur scientifique, nous sommes heureux d'être les premiers à informer nos lecteurs de cette découverte sensationnelle qui renverse tout ce que l'on croyait acquis. Alors, qui est cet Yves Rocard tout à coup renverse la table en expliquant en 1956 que la radiesthésie, c'est une discipline tout à fait scientifique. Yves-André Rocard, ce n'est autre que le papa de Michel. Ce Michel Rocard, le socialiste, et là j'apprends qu'il est ambassadeur cherché de la négociation internationale pour les pôles Arctique et Antarctique, de 2009 à sa mort, dites donc. C'est une spécialité des socialistes, on dirait, avec Ségolène Royal qui est ambassadrice des pôles.
Michel Rocard, fils de Yves Rocard, dont je viens de parler. Ce Yves Rocard qui en 1956 réhabilitait la radiesthésie, la faisait rentrer à l'Académie des sciences. On apprend qu'il est le responsable scientifique des programmes qui conduisirent à la mise au point de la bombe atomique française. Je vous invite à lire la suite pour pas qu'on s'éloigne trop de notre sujet avec le pendule de Foucault, mais vous verrez que c'est un personnage, par exemple, qui s'est intéressé aux ovnis et un peu qui est parti, on va dire, dans le paranormal. À noter que son nom se trouve aux côtés des 72 noms de scientifiques inscrits sur la tour Eiffel. Alors je reviens à mon pendule. Ce que les radiesthésistes ou les scientifiques comme Yves Rocard ont mis en évidence, c'est l'influence électromagnétique sur cet instrument, qui fait que quand on lance le pendule, il ne va pas osciller en ligne droite, mais il va avoir tendance à tourner. Alors vous allez me dire, quel rapport avec la rotation de la Terre? Effectivement, comment cet instrument pourrait-il prouver que la Terre a une rotation sur elle-même? Bah, tout simplement en inversant les choses, en disant que ce mouvement est imprimé non pas parce que c'est la masse du pendule qui tourne, mais parce que c'est le sol lui-même qui tourne. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est assez totalement anti-intuitif, je dirais. Voilà, c'est représenté comme ça par ce schéma. On a inversé les choses. Ça pose un petit problème, ça pose plusieurs petits problèmes, puisque normalement le point de fixation en fait devrait se trouver directement en prolongement de l'axe de rotation de la Terre pour que cette expérience puisse prouver quelque chose. Donc on fait aussi un pendule, on observe un mouvement et puis on en déduit que c'est la Terre qui tourne et non pas le pendule. Bon, il faut accepter ça sans autre expérience, sans autre preuve qui nous montre que la Terre tourne. Parce qu'il n'y en a pas d'autres à ma connaissance, et pour cause. Puisqu'il s'agit d'un problème logique, de métaphysique, de philosophie, je dirais, on ne peut pas prouver que la Terre tourne en étant soi-même sur la Terre, les pieds sur Terre. Il faudrait se trouver à l'extérieur de la Terre pour pouvoir montrer que la Terre tourne et avoir un point fixe, c'est-à-dire être le référentiel fixe dont parle Poincaré et Henri Poincaré au début du XXe siècle et qui fait scandale à l'époque quand il déclare que de dire la Terre tourne, ça n'a aucun sens puisqu'aucune expérience ne permettra de la vérifier puisqu'une telle expérience ne pourrait être ni réalisée ni rêvée par le Jules Verne le plus hardi, mais ne peut être conçue sans contradiction, ainsi que je viens de le dire. Donc quand on parle pendule, on pense à ésotérisme, on pense à magie, on pense à école initiatique, loge, franc-maçonnerie, etc. Et justement, le pendule de Foucault, c'est aussi un roman de Umberto Eco qui va être bourré de références occultistes. Si j'en lis le résumé, c'est un roman d'aventure. Ce serait la longue dissertation d'un homme qui, par passion des mystères hermétiques, puis par jeu, imagine avec deux collègues un plan mondial organisé pour diriger le monde. Au fil de nombreuses pages et des longues digressions, récits de l'Italie en guerre, de l'Italie en reconstruction, des batailles des Templiers, avec un humour féroce, de l'imagination, de l'érudition, il écrit une œuvre inclassable. L'origine du titre de ce livre vient de la célèbre expérience de physique connue sous le nom d'expérience du pendule de Foucault, qui constitue pour certains fanatiques d'ésotérisme et d'occultisme le seul et unique indicateur du point fixe de l'univers. C'est une drôle de phrase, difficile à comprendre. Donc j'ai pas lu ce roman, je peux pas vous dire si c'est correct ou pas tout ça. Je vais donc m'en référer
Au grand érudit, nous dit le soir.be, philologue, traducteur, historien de la littérature et des religions, Henri Plard, professeur émérite à l'ULB, qui semble être initié, comme on dit, à cet occultisme, et donc qui fait un décryptage pour nous du roman d'Umberto Eco. Je lis: le pendule de Foucault est formellement inspiré par la Fama Fraternitatis, le premier manifeste rosicrucien qui date de 1614, sachant qu'un autre roman d'Umberto Eco s'appelle Le nom de la rose, et c'est sans doute aussi en rapport avec les Rose-Croix. Donc toute une série de détails proviennent chez Eco des 3 premiers écrits rosicruciens. Comme Le nom de la rose, le pendule de Foucault peut se lire à divers niveaux. Le récit est d'ailleurs précédé d'une longue initiation du De Occulta Philosophia, la philosophie cachée. On peut donc prendre le pendule de Foucault comme une sorte d'introduction romancée à l'ésotérisme, ou pour mieux dire, aux très nombreuses formes qu'il a prises au cours des âges, car on retrouve chez Eco la Kabbale judaïque, la magie alexandrine, les cultes du Baphomet templier, la secte des assassins, la pansophie de la Renaissance, le rosicrucisme et son évolution, les illuminés du XVIIIe siècle, l'ésotérisme des Rose-Croix, Eliphas Lévi et Stanislas de Gaïta, etc. C'est une réflexion aussi du penseur viennois Karl Popper, qui est, on va dire, l'épistémologue qui fait aujourd'hui autorité pour définir ce qu'est la science. Ce qu'est la science moderne, donc, c'est-à-dire un abandon de Dieu. On abandonne Dieu comme explication aux phénomènes naturels, c'est le présupposé de la science contemporaine. Voilà, je vous invite à découvrir qui est Karl Popper pour comprendre quelle influence il a aujourd'hui sur la science, sur la définition de ce qui est scientifique et de ce qui est pseudo-scientifique. C'est lui qui est à l'origine de ça. Donc je reviens à mon article qui décrypte le roman d'Umberto Eco. Je lis: la conjuration universelle, les démons omniprésents, les formes que peut prendre leur culte, les diverses écoles des diaboliques, prétendues réunies en vue d'un but commun. La destruction, le grand joyau de Lucifer, ce pourrait être l'un des sujets profonds du livre, une quête historique dans le cadre de perspectives métaphysiques négatives. L'ouvrage est divisé en 10 parties, dont chacune comporte en titre le nom d'une des 10 séphirotes, en frontispice. Eco reproduit un dessin bien connu, l'arbre des séphirotes. Voilà. Et on nous dit ensuite que toutes ces correspondances ne sont qu'un canular, que nous ne devons pas prendre au sérieux, puisque bien sûr, l'hermétisme n'existe pas, l'occultisme n'existe pas, les complots n'existent pas, personne ne veut prendre le pouvoir, etc. On voit que ce sont les mêmes personnes qui nous donnent des informations sur l'occultisme, mais en même temps qui nous disent que c'est pas vrai. Enfin, c'est assez bizarre. Umberto Eco déplie sur 600 pages la théorie du complot universel, étendue sur tous les siècles et tous les pays, inspirant une société de diaboliques sous des noms divers, templiers, alchimistes, Rose-Croix, illuminés de Bavière, francs-maçons, martinésistes, néo-templiers, etc. Mais tout cela, apparemment, on ne doit pas y croire. Bon, alors que tirer de tout ça ? Bon, je vous fais une petite récap sur ce qu'on s'est dit. On a vu que le pendule de Foucault, ça ressemblait très fort à un instrument de radiesthésiste pour détecter de l'électromagnétisme, on va dire, pour être large.
électromagnétisme, aussi appelé radiesthésie, qui aujourd'hui est cantonné à la sphère de l'occulte, de la magie, de la divination, etc., du chamanisme. Cet instrument, le pendule de Foucault, a été utilisé au XIXe siècle par Léon Foucault dans le cadre d'une expérience dite scientifique pour prouver la rotation de la Terre, en expliquant le changement de direction du pendule par la rotation du sol lui-même. Ce qui est légèrement anti-intuitif et ce qui fait dire à certains philosophes des sciences que personne ne comprend vraiment cette expérience, puisque, en gros, déjà à l'époque, je peux pas vous retrouver ça, mais j'ai lu que ça a été décrié tout de suite, en fait, et qu'il a fallu justement prouver autrement que la Terre tournait, parce que cette expérience-là était pas assez crédible, en fait, pour la communauté scientifique. Et donc, on a mis au point une nouvelle expérience avec un dispositif extrêmement ingénieux, assez compliqué, avec des miroirs et la captation de rayons de lumière pour tester en fait cette rotation terrestre. Donc cette expérience qui n'a pas convaincu tout à fait la communauté scientifique a un rapport un peu avec cet instrument utilisé dans l'occultisme et qu'on met en rapport avec tout ce qui est magnétique, les ondes radio, etc. Il faut savoir aussi, parenthèse, que les télescopes sont des radiotélescopes. On a vu le rapport qu'il y avait avec Yves Rocard, le père de Michel Rocard, le politicien. Yves Rocard, donc, qui a fait des travaux notamment sur l'aspect ondulatoire de la lumière, les ondes. D'après lui, le magnétisme, la radiesthésie, ce n'est pas du domaine de la magie, c'est du domaine de la science pour lui. Donc il a réhabilité la radiesthésie. On en a trace dans un article de Science et Vie de 1956, je crois. Et depuis, on voit aujourd'hui que tout cet aspect-là est un peu relégué au rang de non-scientifique de nos jours. Alors c'est un sujet très intéressant de savoir si quelque chose est scientifique ou ne l'est pas. C'est une question qui se discute et qui s'est toujours discutée dans l'histoire humaine, ce qu'on appelait science dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à l'époque moderne et de nos jours. Ça ne se rapporte pas à la même chose. Le mot est le même, mais la définition a changé et les pratiques ont changé. Quoi qu'il en soit, on voit que depuis à peu près le XVIIe siècle, la science moderne, c'est la modernité après la Renaissance, c'est l'époque moderne. Cette science moderne va commencer à prendre un tournant pour rejeter l'idée d'un créateur comme explication des phénomènes naturels, alors que jusque-là, on se mettait sous l'autorité du créateur pour étudier la création, si on veut. On essayait d'approcher l'artiste en analysant son œuvre. À partir de la science moderne, on va petit à petit s'interdire de se donner pour explication l'existence de Dieu, mais ça va se faire vraiment par paliers, très doucement, puisqu'on voit quand on lit Galilée qu'il n'a pas du tout pris ses distances avec Dieu, et même pas avec la Bible, et qu'il se réclame comme fidèle à la Bible. Petit à petit, on va vraiment se couper totalement d'une explication créationniste des choses, c'est-à-dire avec Dieu comme auteur de la nature et auteur des êtres humains. Et ça va se faire vraiment petit à petit par un glissement où au départ on se réclame de la raison, de la rationalité, et petit à petit tout cela se transforme en scientisme, c'est-à-dire qu'on va vouloir tout expliquer, on va avoir l'impression aussi qu'on peut tout expliquer par l'usage de la rationalité, en fait. Non seulement on va penser qu'on va pouvoir tout expliquer par l'usage de la rationalité, mais on va s'imaginer qu'on a une rationalité infinie, qu'on est capable de tout saisir, de tout comprendre, c'est juste une question de temps, de moyens, de choses qu'on peut gérer en fait. C'est pas pour rien que je parle d'occultisme, puisque les grands noms de l'histoire moderne, c'est-à-dire à partir du moment où on a pris ce tournant
on va dire, ce recul vis-à-vis de Dieu créateur, de intelligence suprême au-dessus, au-delà de nos intelligences limitées, au-delà de nos limites. C'est bien en Grèce antique qu'a été forgé le mot hubris, qui signifie démesure, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de diabolique dans la croyance en nos possibilités infinies. Voilà. La déification de l'être humain. Et cette science moderne, effectivement, concourt peu à peu à déifier l'être humain, tout en le diminuant, ce qui est assez... ce qui est même complètement paradoxal. C'est la question que se pose René Char, je crois, en se demandant si, dans la conquête spatiale, est-ce que la dimension humaine s'en trouve grandie ou diminuée? Est-ce que ça grandit ou est-ce que ça diminue l'homme, cette histoire de conquête spatiale? Est-ce que ça lui donne une plus grande importance ou est-ce que ça le rapetisse au contraire? Et cette tension comme ça, elle existe en permanence, de se diminuer totalement et de se magnifier totalement. C'est la démesure qui va se trouver finalement dans les deux sens. Je crois que c'est en ça que les chrétiens parlent de justice, de justesse, d'être juste. Le juste, c'est le juste milieu. Je ferme la parenthèse. Alors, je n'ai pas fait de recherche sur tous ces scientifiques modernes qui se trouvent, par exemple, dont les noms se trouvent sur la tour Eiffel, ou par exemple qui ont donné leur nom à des cratères lunaires. Tous ces gens qui ont fait la modernité de la science, bon, vous voyez déjà un peu la démesure, hein, il y a leur nom sur la Lune, quoi. Tous ces gens-là, je me suis pas amusée à vérifier si tous avaient versé dans l'occultisme. Toute cette liste que fait Umberto Eco dans ses romans, toute cette liste de loges, d'écoles initiatiques, etc., qu'on trouve dans la littérature franc-maçonne, est-ce que tous ces gens fréquentaient des loges franc-maçonnes? Je sais pas. Ce que je sais, au gré de mes lectures, puisque j'ai pas cherché spécifiquement ce sujet-là, au gré de mes lectures, j'ai trouvé que Newton était alchimiste, que Descartes était Rose-Croix, que Kepler avait aussi versé aussi dans l'occultisme et que sa mère était connue pour être une sorcière. Si vous voulez, je pense que la science moderne, sous l'empire de laquelle nous sommes encore aujourd'hui, qui a sa propre genèse, sa propre explication de la création du monde, on est vraiment dans le domaine religieux, puisque vous verrez que on est dans une théorie pure en permanence et qu'il n'y a plus de rapport entre le tournant qu'a pris cette science contemporaine et le réel, comme pouvait l'avoir une science justement qui n'avait pas, ne serait-ce qu'exclu la possibilité de l'existence de Dieu. Parce que exclure la possibilité de l'existence de Dieu dans la méthode même de recherche scientifique, de dire, bon ben maintenant, la science, ça va être de chercher, mais en excluant Dieu, Dieu ne pourra jamais être une réponse. Donc quand on part de ce principe-là, forcément, si Dieu existe, on est mal. C'est une bonne chose d'exclure Dieu de la méthode scientifique si Dieu n'existe pas, mais s'il existe, ça nous emmène dans des fictions pures et dans des apories, c'est-à-dire dans des voies sans issue, où on se retrouve avec des théories irréconciliables comme la physique quantique et la théorie de la relativité générale qui n'ont rien à voir, qu'on n'arrive pas à coller ensemble. C'est comme s'il y avait des lois différentes en des lieux différents, donc on change de lieu, on change de loi. On est obligé de faire ça puisqu'il n'y a rien qui colle en fait. Je vais pas vous dire ce que vous devez en penser, mais je pense que vous avez deviné ma pensée que je peux difficilement masquer. Si vous avez des critiques à me faire, allez-y, on en parle, ça m'intéresse. J'espère en tout cas vous avoir appris des trucs, puisque moi ça fait pas longtemps que je les ai appris, donc je dois pas être la seule à apprendre. Voilà, et merci de m'avoir écouté et à la prochaine.